Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je tiens à vous remercier évidemment pour les tipeurs et les tipeuses qui aident à faire vivre cette petite chaîne. Alors, une petite vidéo pour vous parler de plusieurs choses. D'abord de politique politicienne, toujours les mêmes thèmes, les mêmes hyènes qui aboient, les chiens qui aboient et la caravane passe, et la même intoxication et l'envie effectivement de détruire à tout jamais quasiment ou à brûler les passerelles qui relieraient les relations entre l'Algérie et la France. Et pour ça, il y a toujours quelques collabos notoires qui essaient de se faire tarifer, de se faire payer pour faire ce boulot sordide. Ils sont les mêmes quasiment. Alors, j'aimerais revenir sur une ancienne affaire, mais qui revient puisque la justice existe et la justice rend justice justement à Imad Tintin, celui qui avait été enfermé à Grenoble pendant 2 mois, et aujourd'hui la justice dit que maintenant, finalement, il était victime d'intox et de manipulation et d'un complot autour de lui pour diaboliser les youtubeurs ou les lanceurs d'alerte algériens. Je vous résume la situation, chers amis. C'est Imad Tintin, de son vrai nom Imad Ould Brahim, qui fait une vidéo en arabe et qui relaie une vidéo plus dangereuse d'un autre youtubeur, lui qui a pété un câble. Il s'appelle Zazou Youssef, il est de Bordeaux, et ce type appelle effectivement à éliminer les opposants de l'Algérie en France. Effectivement, là, ça tombe sous le coup de la loi, mais Imad Tintin ne fait que relayer cette vidéo. Ça fait beaucoup de bruit, etc. Et il y en a un qui est là en embuscade et qui attend son heure pour exister, pour se faire envoyer des croquettes et du frolic. C'est un certain Chawki Ben Zahra, c'est ça, qui lui, eh bien, veut faire du buzz, veut faire du bruit. Alors il se dit, moi j'ai compris, j'ai traduit ce qu'a dit ce dangereux terroriste, entre parenthèses, qui est Imad Tintin. Eh bien, il déforme complètement la vidéo en disant qu'effectivement, lui aussi appelle au meurtre, etc. Il dénonce effectivement des choses. En fait, une vidéo très dangereuse. Les propos de Imad Tintin sont complètement tronqués par le pseudo-traducteur Chawki Ben Zahra, qui essaie d'exister évidemment. Alors, ces propos font vite le tour de la petite smala médiatique autour des chiennes d'infos continues, et ça tombe sur les oreilles qui traînaient de M. Retailleau, qui était sénateur et qui entend ça, qui dit oulala, il y a peut-être du grain à moudre derrière pour exister, puisque là je pourrais jouer le grand défenseur, une espèce de Bayard qui va arriver pour défendre la France en danger devant ces dangereux islamistes ou dangereux potentiels terroristes algériens. Alors, il se fait rouler dans la farine, ou plus précisément dans la semoule, Retailleau. Bon, enfin, je pense pas qu'il est dupe, mais bon, il a le sens de la communication, qu'il faut monter en puissance, il faut travailler pour arriver au sommet, etc., pour virer Macron, bousculer Darmanin, bousculer les arrivistes et les arrivistes, justement, les parvenus du RN, et il se procure, il s'empare de la vidéo, et il part en guerre contre ce Imad Tintin en avalant toutes les couleuvres, les hummus, les pois chiches, enfin, il prend tout ce qui est amené de la part de ce Chawki Ben Zahra. Alors je vais faire vite, chers amis, parce que de tout cela vous avez certainement entendu parler de long en large sur cette affaire qui est abracadabrante, hein, qui est complètement, qui est surréaliste, mais ça marche, ça prend, puisque je vous dis, les chaînes de garde s'emparent du sujet. Ils n'attendaient que ça, les toutous, un os à ronger. Donc ça prend des proportions incroyables. Le RN évidemment s'en empare, même des membres de la Macronie tombe dans le panneau, enfin tombe un peu volontairement comme Retailleau, il tombe dans le caniveau, et d'ailleurs Retailleau n'est pas encore sorti du caniveau. La justice finalement donne raison et puis dit que cette traduction de Chawki Ben Zahra, c'est du pipeau, c'est de l'intox, c'est de la désinformation si j'ose dire, et Imad Tintin, bien qu'il ait subi des dégâts, aujourd'hui il est blanchi par la justice. On voit la fragilité donc de ces témoignages, de ce genre de collaborateurs comme d'autres, hein. On verra bien si Faoui tombait aussi dans son propre piège, il suffit d'attendre un peu. On verra les sans-sales aussi démasqués, les Daoud, etc. etc. Ils font beaucoup de bruit, ils font du mal, mais bon, tout ça leur reviendra sur la chetron ou sur la tête un moment ou à l'autre. Et c'est vous dire aussi la fatuité, aussi, l'espèce de crédulité, mais crédulité passive et un peu volontaire de notre élite française qui avale et qui gobe quasiment tout ce qui est lancé contre l'Algérie, surtout quand il s'agit évidemment d'infamie. Ces collaborateurs, ces bandits, ces déformateurs ne sont pas sans nous rappeler les différents caïds d'Algérie qui avaient balancé. Je vous parlais dans la dernière vidéo
du caïd de Marguerite du côté de dans l'Est algérien qui avait balancé sur la révolte en 1901 de la ville de Marguerite. Eh bien, ces gens collaboraient effectivement à détruire leurs semblables algériens. Enfin, quand je leur donne la qualité d'Algérien, je la mets entre parenthèses. Effectivement, ce sont des chalgoumis qui se crachent dessus, qui se pissent dessus en pensant qu'ils sont des êtres importants et qui contribuent à la lumière et à une espèce de grande républicaine, à une espèce d'humanisme cinglant et aveuglant. Alors, ce Ben Zahra, ce Gugus qui continue donc à papillonner un peu partout comme ça, au rythme donc des soutiens financiers qu'il reçoit, chers amis. Mais glissons et passons à autre chose. J'aimerais parler, parce que la France a connu des grandes heures, a connu des noms importants. Je vous ai parlé du soutien de personnages importants, d'illustres femmes et messieurs. J'aimerais, pendant une minute comme ça, vous parler d'une femme extraordinaire qui a été oubliée complètement, puisque les chaînes d'information continu se définissent surtout par leur ignorance, par leur analphabétisme et leur illettrisme. Se remémorer ce que fut par exemple Madeleine Ribeiro, qui était une historienne très très célèbre et qui dès les années 50, Madeleine Ribeiro va décider de soutenir l'indépendance de l'Algérie, écœurée par les exactions et les crimes. Très très tôt, elle va rejoindre les mouvements d'indépendance de l'Algérie, elle va dénoncer les crimes, elle va dénoncer, Madeleine Ribeiro, cette illustre historienne, dénoncer la barbarie, la violence de la colonisation. Mais tout ça, c'est un peu oublié. Donc Madeleine Ribeiro, j'aimerais la citer comme ça pour le symbole. Il y en aurait beaucoup comme ça aussi, mais il faut citer aussi ces illustres femmes. J'essaierai de le faire régulièrement, de leur rendre hommage de façon très modeste. J'aimerais aussi, parce qu'on m'a dit qu'il faudrait que la jeunesse s'intéresse à l'histoire de l'Algérie et donc un peu plus à la culture, au lieu simplement d'être sur les Snapchat, les TikTok et le rap un peu débile et analphabétisant. Leur citer par exemple des gens de leur âge qui sont rentrés dans l'histoire très jeunes. J'aimerais citer un Constantinois qui s'appelait Ziad Smaïl, qui de sa ville de Constantine va très très tôt, dès l'âge de 17 ans, contribuer en s'engageant dans le mouvement donc, du PPA, de Messali Haj. Eh bien, ce jeune homme va lutter toute sa vie pour l'indépendance de l'Algérie et comprenant qu'il faut aussi mettre l'utile à l'agréable, il va aussi créer un club de football à Constantine très très tôt. Ce club pour militer pour la santé aussi physique, mais aussi pour rassembler les jeunes constantinois à prendre conscience de l'indispensable lutte pour la libération. Ziad Smaïl va être aussi arrêté à l'âge de 17 ans le 8 mai 1945. Il y aura un autre illustre écrivain qui sera arrêté, lui c'est Kateb Yassine, qui avait 16 ans à l'époque. Il va goûter de la prison aussi, mais sa prise de conscience va se faire en prison suite à ce massacre de Sétif en 1945, le 8 mai. Ces gens-là vont être des gens extraordinaires de qualité, et ce même Ziad Smaïl va aussi rencontrer un autre homme de son âge, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Didouche Mourad. Ils avaient 28-30 ans, et comme Didouche Mourad, il va aussi tomber les armes à la main, ce glorieux Ziad Smaïl. Donc voilà une référence par exemple. Je pourrais en citer aussi un autre du même âge, qui s'appelait Yahya el-Mekki. Yahya el-Mekki, lui, est né du côté de Bouagui, du côté d'Ain Baïda, en pays Chaoui aussi. Et ça va être un type qui va être aussi un intellectuel, avec une tête un peu, avec des lunettes un peu genre John Lennon ou Trotsky. Ça va être aussi un combattant, un soldat philosophe, qui va aussi être un homme qui va s'intéresser beaucoup à la religion. Il sera instituteur, il va enseigner la puissance du savoir aux jeunes. Il va être aussi un membre et un gros lecteur de Ben Badis. Toute cette énergie intellectuelle et aussi sa passion et son besoin de liberté pour son pays vont l'emmener à faire des gestes héroïques, des actions héroïques. Et cet homme héroïque, lorsqu'il sera entouré dans sa région de naissance du côté de Ain Baïda, eh bien, il ne va pas se rendre, bien qu'il soit entouré par l'armée coloniale d'occupation. Eh bien, Yahya el-Mekki va lutter et tomber les armes à la main. Je donne ces références comme ça, très rapides, vous pouvez en trouver d'autres exemples. Il y a des livres sur ces gens-là, il y a des livres aussi sur l'histoire algérienne de ce côté-là. Je pense qu'il y a celui aussi de Omar Amrou, je crois, qui a aussi écrit un livre autour de cette histoire, de ces histoires-là. L'agitation, l'instrumentalisation du moindre pet de lapin fait la une des journaux
qu'en ce qui concerne l'Algérie, puisqu'on a appris que l'enragé, il faut bien l'appeler comme ça, Rotaillot, qui est pressé d'arriver au sommet, en haut de l'affiche très très vite, être le premier à gravir par exemple le mont Ventoux comme un cycliste, hyper dopé par je dirais pas son algérianophobie, mais par son hystérie ou son ivresse du pouvoir, eh bien, il a aujourd'hui s'est attaqué quasiment au passeport algérien donné, donc librement, hein, c'est la loi, par le consulat de Toulouse. Eh bien, il veut interdire ces passeports-là. Moi, je me demande si l'ivresse du pouvoir, sa précipitation, ne sont pas en train de le rendre complètement dingue. Si vous ajoutez à ça une autre intoxication dans son cerveau, celle des Chokri Benzara, on se dit que la santé mentale peut-être de notre ministre de l'Intérieur, qui est de plus en plus à l'extérieur, qui est de plus en plus à l'ouest, risque d'être touché. Bref, restons encore sur l'Algérie et sur l'histoire, sur un bonhomme que tout le monde connaît aujourd'hui, mais j'aimerais en dire un mot. C'est Cheikh Bouhamama, qui est dans le sud de l'Oranie, en 1881 jusqu'à sa mort en 1908. Les Armalama aussi, Cheikh Bouhamama, qui a été donc un illustre combattant, qui a vraiment résisté, qui a fait très très mal à cette occupation, qui elle-même faisait très très mal à l'Algérie. Eh bien, Cheikh Bouhamama est une figure quasiment indétrônable, inoubliable de la résistance. Alors que vous dire sur ce monsieur, évidemment du sud de l'Oranie, la France à l'époque, pour mieux diviser, mieux régner, va diviser sa tribu des Oulad Sédéchir. Une partie des Shraga sera envoyée vers le Maroc, du côté de Fugig, Ousda, et l'autre partie du côté des Rarabans en Algérie, mais leur origine est bien Oulad Sédéchir. Cheikh Bouhamama est bien un Algérien, il y a eu une tentative de récupération. À ceux qui veulent récupérer, il faudra me dire quand même pourquoi le sultan déjà balance ce qu'on appelait le Maroc à l'époque, en 1881, va collaborer avec la France pour affaiblir la résistance de Cheikh Bouhamama. Cheikh Bouhamama était soutenu notamment aussi par la Taraqiya Sinoussia. Les Sinoussi étaient aussi la Tariqa, cette école soufie a été celle aussi qui va donner un embryon de pouvoir en Libye, mais ça j'y reviendrai sur les Sinoussi. Il y aura aussi le mouvement de libération aussi voulu par l'intellectuel musulman afghan, oui, El-Afrani, qui va aussi commencer à écrire et travailler autour du besoin de libération. Et il y aura aussi, évidemment, le sultan ou le calife de Turquie, Abdelhamid II, qui va aussi inciter les peuples à se libérer. Toutes ces choses vont faire que Cheikh Bouhamama a aussi humilié régulièrement, affamé aussi, comme les gens du côté de Melilla, dont je vous parlais avant-hier, effectivement, et l'humiliation permanente va faire qu'à un moment, eh bien, ça suffit. Il vaut mieux tomber les armes à la main et dans l'honneur que regarder les siens périr après la confiscation, par exemple, des cheptels et tout. Tout sera fait pour les humilier, les écraser, en fait, nier l'existence même des Algériens. Je pourrais faire très très long sur Cheikh Bouhamama, mais vous pouvez retrouver beaucoup de références. Je voulais simplement vous donner quelques noms, quelques repères pour ceux qui fouillent. Il y a énormément de choses sur le net. Après, si vous n'aimez pas lire, évidemment, il faut du temps, il faut de l'argent aussi pour acheter les livres. Mais je vous donne ces quelques références, chers amis, pour que vous sachiez que la résistance s'est faite depuis toujours, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors, j'ai peut-être été un peu anachronique, j'ai peut-être été un peu anarchique, je m'en excuse d'ailleurs, mais je voulais vous donner un maximum de choses sur peu de temps en essayant d'être le plus intelligible possible et vous donner envie, voilà, de savoir et vous faire passer un petit moment, chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, chers amis. Abonnez-vous, n'hésitez pas à faire aussi des commentaires, bien entendu, et à partager et à vous abonner. Merci infiniment, chers frères et chères sœurs.